peut-être mieux quand même de vous présenter, en tout cas pour ceux qui sont ici en plateau. Rodolphe Corion, donc, qui est ici à ma gauche, qui est lui auteur, metteur en scène, comédien, travaille avec des patients atteints d'Alzheimer et troubles apparentés, si ma notice est bonne. Dominique Spiès, présidente et fondatrice de Culture et Hôpital, présidente du réseau Culture Ville Santé Île-de-France, directrice pédagogique du DU Culture, Soins et Accompagnement, une démarche pluridisciplinaire novatrice pour mieux soigner et accompagner à Paris. Et last but not least, la conceptrice organisatrice de cette journée. À ses côtés, le docteur Alexandre Felst, qui est adjoint au maire de Strasbourg, en charge de la santé et médecin lui-même, et initiateur de sport et santé ici à Strasbourg, mais une initiative qui a acquis désormais une dimension nationale. Madame Anne Missler, donc adjointe à la maire de Strasbourg en charge des arts et de la culture, donc qui amènera... Pardon ? Et des cultures. Merci de la précision. Et enfin, qui est une rectification en l'occurrence. Et voilà, donc, et nous venons de Suisse, le docteur Frédéric Sitaram, qui est un médecin généraliste, mais associé en cardiologie et qui a énormément de choses à nous dire en ce qui concerne le rythme cardiaque et les arts, si je ne me trompe pas. En ligne, nous avons... Alors, je pense que je commence par la deuxième. Mais Juliette Barthélemy, bien, qui est les chefs de service médiation et implication des publics au Musée des Beaux-Arts de Lille. Et normalement, Pardon ? C'est Lille, hein, je ne me trompe pas. Et une autre, non, c'est très bien. Une autre intervenante en visio, Nathalie Bondil, est-elle là? Elle est à Paris, normalement, mais je ne la vois pas. Donc, nous allons entamer la table ronde et si elle nous rejoint, nous l'accueillerons et nous l'écouterons avec plaisir. Voilà, donc Juliette Barthélemy, Musée des Beaux-Arts de Lille. Quel lien, vous, à Lille, au musée, faites-vous entre culture, santé et musée? Est-ce que je pensais vous demander de réagir par rapport à ce qu'avait dit Nathalie, de ce qu'aurait pu dire en premier Nathalie Bondil en ce qui concerne Montréal, puisqu'elle y a travaillé. Mais nous n'allons pas entrer dans les comparaisons sans base constructive. Donc, qu'est-ce qui se passe au Musée des Beaux-Arts de Lille et comment, que pourrait signifier pour vous une prescription muséale au sens plein et médical, j'ai envie de dire, du terme? Comment pourriez-vous intégrer ce dispositif dans votre dispositif d'accueil du musée? Voilà, à vous. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet de cette culture sur ordonnance, comme l'avait imaginé Dominique Spiès. Et effectivement, on va parler aussi de prescription muséale. C'est en tout cas le terme qu'on utilise. On l'entend plus, on en entend parler pas mal ces dernières années et ces derniers mois. Nous, on est en train de travailler sur une prescription muséale qui va être validée, je dirais, par la signature d'une convention officielle entre le Palais des Beaux-Arts de Lille et le Centre hospitalier universitaire de Lille. La signature a lieu très prochainement, le 6 novembre. Avant évidemment d'aboutir, c'est un aboutissement, cette signature de la convention, mais avant d'y aboutir, on a beaucoup travaillé donc, depuis, et puis comme de nombreuses structures, puisqu'on travaille beaucoup en réseau avec les musées du territoire.
Et donc, comme beaucoup, on travaille sur cette question du lien entre la santé et la culture. Euh, et donc, on a expérimenté, et aujourd'hui, par la prescription muséale et par la signature de cette convention, on officialise ce lien. Alors, peut-être que pour être plus pratique, puisque je représente un palais des beaux-arts et donc une structure culturelle, pour expliquer un peu comment on a abouti à cette signature de la convention, euh, on a commencé par des petits projets qui étaient finalement euh, qui s'inscrivaient dans le temps grâce à l'intervention notamment de mécènes qui nous permettaient de financer, on l'a entendu plusieurs fois depuis ce matin, la nécessité, quand on avait envie d'avoir un résultat visible, observable et analysable, de le faire sur le long terme. Donc ces mécénats nous ont permis d'expérimenter dans des services en pédopsychiatrie notamment. Euh, et, et ce dont on manquait, je pense, c'était de visibilité. On avait du mal à être visible, c'est-à-dire qu'une fois que le mécénat s'achevait, eh bien, on a parlé aussi de l'importance des soignants qui se faisaient le relais. Une fois que c'était terminé, en fait, finalement, on oubliait tout ce qui avait été fait, tout ce qui avait été monté. Donc, on a dû aller un peu plus loin et on a mis sur la même table le directeur du CHU, donc Frédéric Boiron, et notre directeur de musée, Bruno Girvaud. Ce qui veut dire que finalement, c'est à la fois une volonté de l'institution hospitalière, mais aussi une volonté de l'institution muséale. Et que nous, en tant qu'agents, puisqu'on est un musée un municipal, eh bien finalement on ne pourrait rien faire si on n'avait pas nos collectivités et nos directeurs proches qui validaient et qui donnaient cette possibilité, cette visibilité à cette action. Elle aurait pu rester finalement une des nombreuses actions que mène le service de médiation et d'implication des publics, et finalement on en a fait une priorité. Donc la priorité, c'est à la fois on l'a dit aussi, les budgets finalement ne bougent pas, donc le budget qui était alloué au public, à l'accueil du public et à tout ce qu'on peut faire en événementiel, etc. Celui-là ne bouge pas. On a juste décidé de le dédier, d'en dédier une partie à ces actions qui étaient menées pour la santé et particulièrement avec le CHU. Ce qui veut dire que dans la convention, on dédie, on alloue en fait 140 ateliers de pratique artistique. Alors nous, on pratique l'art-thérapie puisqu'on a inclus en 2012, on parlait de Montréal tout à l'heure, mais on a inclus des art-thérapeutes dans notre équipe d'intervenants. Donc voilà, c'est un choix, mais ça peut être, on fait aussi d'autres choses. Et voilà, mais en tout cas, on a décidé d'allouer ces 140 heures à des services du CHU. Donc aujourd'hui, le Centre Mémoire Alzheimer, le Centre de procréation médicalement assistée et l'unité de pédopsychiatrie. Et donc, on travaille avec ces trois unités à un programme qui est vraiment conçu, je dirais presque tricoté, avec les acteurs de santé, avec les patients, pour faire quelque chose qui soit tout à fait en adéquation. Alors, si je reviens juste sur la notion de prescription muséale, effectivement, il y a un geste. Ça veut dire que ces unités avec lesquelles on travaille, eh bien, on attend des soignants qu'ils prescrivent cette séance, c'est-à-dire qu'ils considèrent la séance au musée comme étant une séance inclue dans le parcours de soins du patient et qu'à un moment donné, ce sont eux qui vont décider que, bah voilà, pour le bien, en discutant avec le patient, pour le bien du patient, ça peut être intéressant dans leur parcours d'aller au musée. Donc on a expérimenté déjà, hein, avant évidemment je l'ai dit, mais depuis 6 mois on expérimente notamment avec la procréation médicalement assistée. Et on voit comment fonctionne et comment on peut ensuite remodeler tout ça pour que ça soit vraiment en adéquation avec le programme d'un service en particulier et ne pas être à côté des attentes des soignants et des patients. Et puis des nôtres, hein, puisque le principe, c'est évidemment que ces patients viennent au musée et travaillent devant les œuvres et ces séances d'art-thérapie à partir des œuvres d'art du musée. Ce qui veut dire qu'au musée, il y a une capacité d'accueil patient, je dirais. Donc, je sais que Nathalie Bondil évoquait le terme de ruche dans les musées. Je ne sais pas Oui. si c'est la même chose qui est mise en place à Lille. Alors effectivement, vous avez raison d'insister. Ça veut dire que on a considéré que on pouvait donner une prescription muséale, mais qu'il fallait qu'on soit en capacité d'accueillir. Et accueillir, c'était pas juste donner, parce que la prescription muséale, c'est aussi un bon d'échange finalement. Oui, une Hein, c'est ce que entrée. dit Nathalie. D'ailleurs, vous donnez un billet à un patient, lui disant bah, allez au musée, et arrivé à l'accueil du musée, il donne ce billet, donc on appelle la prescription, et en échange, il a une séance. Et on avait besoin et envie de se
vraiment de se baser sur un accueil réel. C'est pas uniquement, on en a parlé, le docteur Boucher en a parlé tout à l'heure, oui, ça peut être aussi intéressant de faire une promenade, de faire de la contemplation. Nous, on est dans le parcours de soins, donc on imagine aussi que l'œuvre d'art, elle peut avoir un effet certes positif, mais pas toujours, et que donc ce patient, il a besoin d'être accueilli. Il est fragilisé. On a vu aussi que finalement, la santé, ça touche tout le monde. Et quand on est en période de fragilité, eh bien, on a besoin d'être encore plus entouré. Donc nous, on accueille, et nos art thérapeutes, ils sont là à partir du moment où le patient qui devient un visiteur, quand il passe la porte du musée, ça aussi c'est important, il quitte ce vêtement finalement de patient, et quand il passe la porte, eh bien, il devient un visiteur et il est accueilli. D'où, alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la formation des agents d'accueil, des agents de surveillance, la formation de l'ensemble des équipes et une sensibilisation à cette question. Et puis voilà, cet accueil, il ne se terminera que quand le temps passé au musée, donné par la prescription, eh bien s'achève. Là, le visiteur est libre de rester, de se promener seul, évidemment. Mais en tout cas, sur ce temps qui est donné, suivant un planning qu'on a établi avec le service, par exemple de PMA, ils viennent à des temps bien définis. Et parce que dans nous un n'avons pas cadre de bien ruche, structuré. justement. Pas de rechute, c'est ce que vous venez de Nous dire? n'avons pas de ruche. De ruche, Peut avoir. Voilà, la ruche, c'est un ça espace qui est dédié m'intriguait, justement. oui, oui. Voilà, pas de Un espace ruche, qui est mais un dédié. accueil. D'accord. On a Je ne sais parlé pas en si même tout le temps. monde sait en fait ce qu'est la ruche à Montréal, mais c'est un espace qui est dédié à la pratique artistique et qui est cadré par des intervenants, en l'occurrence art thérapeute à Montréal, et qui permet la pratique en parallèle d'une découverte des œuvres. Donc eux, ils ont une ruche, donc un espace dédié. Dédié, Et Nathalie voilà. Bourdil le dit souvent, il faut une politique culturelle ouverte à ces pratiques, donc avec des fonds qui sont dédiés à cette pratique. Sinon, le projet ne naît jamais. Si le musée n'avait pas un moment, et là, donc la ville de Lille n'avait pas un moment décidé de dédier des fonds, eh bien, on avait des super projets, mais on était toujours en recherche de financement. Et donc, voilà, encore une fois, ça s'achevait. Merci beaucoup. Merci, Juliette. Dominique Spies, là, je ne vais pas vous poser de questions. Vous avez demandé des PowerPoint. Vous avez une télécommande. Oui, c'est vous qui avez la main. Donc, j'imagine. Voilà, ça m'a l'air bien parti. Allez-y. Des parcours de soins et d'accompagnement que nous menons depuis 15 ans maintenant. Le DUCA, dispositif urbain culturel Alzheimer, le DUCA-PAR pour les personnes qui sont atteintes de Parkinson et les DUCA-D, la dépression. Alors, je vais vous montrer un petit film de 3 minutes, pas plus. On a essayé d'être concis parce qu'il faut comprendre que c'est un mode en réseau, en parcours de soins avec l'ensemble des acteurs sur un territoire donné qui intègre de la conception à la réalisation et à la mutualisation des compétences et des ressources et dans la complémentarité, comment on peut accompagner une personne dans sa trajectoire de santé alors qu'elle passe de l'hôpital au domicile, du domicile à l'institution médico-sociale. Et là, vous voyez surtout une attention aux maladies, aux personnes atteintes de maladies neuroévolutives. Donc j'appuie sur le bouton vert, ça ne va pas exploser. Non. On ne fait pas ce genre de blague. Voilà. 3 minutes pour vous parler des parcours de soins et d'accompagnement de culture et hôpital. Depuis 2003, nous n'avons cessé d'innover en réunissant des acteurs de la santé, du soin, du social, avec des acteurs de la culture pour créer des parcours de soins et d'accompagnement par le biais des pratiques artistiques et culturelles. Ceci dans l'objectif de mieux soigner et d'accompagner les personnes malades en situation de handicap et ou isolées, ainsi que leurs aidants. Comment cela fonctionne ? Un acteur de soins signale aux équipes de culture et hôpital une personne ou une famille pour qui nos accompagnements pourraient permettre d'aider au maintien des capacités, à l'amélioration de l'humeur, ou bien d'agir sur la question de l'isolement et de l'épuisement de l'aidant. Parfois, ce sont les familles qui nous contactent directement, et nous faisons le point avec elles et les réorientons si besoin vers un professionnel du soin. Ensuite, nos équipes se réunissent pour traiter la demande, imaginer le protocole et la médiation qui sera la plus adaptée en fonction des envies et des besoins de la personne. Nous analysons l'ensemble des aides déjà mises en place. Par exemple, la personne va-t-elle à l'accueil de jour ? Des aides à domicile sont-elles mises en place ?
La personne bénéficie-t-elle d'une stimulation cognitive ou artistique? L'aidant est-il suivi par une plateforme de répit ou une maison des aînés et des aidants, etc. Notre démarche prône ainsi une approche biopsychosociale des personnes, c'est-à-dire que nous prenons en compte l'environnement géographique, familial et professionnel. Nous travaillons directement avec les acteurs locaux qui sont présents sur le parcours de soins des personnes, comme par exemple les accueils de jour ou les hôpitaux. Ainsi, nous pouvons créer ensemble des projets adaptés, permettant de poursuivre les accompagnements de ces acteurs dès l'arrêt de la prise en charge ou en soins. Nous proposons en priorité aux personnes de rejoindre des dispositifs collectifs afin de maintenir le lien social, préserver le lien entre la personne malade et son proche et encourager la sortie pour se réapproprier les lieux culturels de son quartier. Si une personne ne peut se déplacer, nos équipes peuvent se rendre jusqu'à son domicile. Une séance en relais avec le professionnel de soins permet de favoriser les échanges et de valider les objectifs d'accompagnement en concertation avec la personne et son aidant, quand il y en a un. Des médiations lui sont alors proposées en accord avec le protocole défini, comme par exemple de la danse, de la musique, du théâtre, de la photographie, des arts plastiques, arts du cirque, etc. Ces accompagnements auront lieu directement avec l'intervenant à domicile ou bien à distance, grâce à des séances virtuelles. Nous accompagnons également l'aidant seul ou dans le cadre d'un double plan d'accompagnement pour l'aidant et pour le proche. Ainsi, nous lui proposons des sorties qui sont l'occasion de rencontrer d'autres aidants, de partager, de découvrir, de souffler et surtout de prendre du temps pour lui. Parce que nous sommes convaincus que l'art est un puissant levier d'expression, parce qu'il est formidablement fédérateur. Vous êtes acteur culturel? Acteur de soins? Artiste? Vous êtes malade ou accompagnez une personne fragile? Contactez-nous sur www.culturehopital.fr ou bien au téléphone au 01 82 09 37 68. Voilà, c'est ce petit film que nous mettons sur notre site pour inviter les personnes de quelque origine. Voilà. Alors, on ne parle pas forcément, c'est peut-être un abus de parler de prescription culturelle, parce que vous avez vu que de nombreux acteurs peuvent nous signaler les personnes, aussi bien des acteurs sociaux que des équipes mobiles, Alzheimer, que des accueils de jour. Nous sommes là pour faire les ponts dans ces moments de rupture. Et nous agissons par l'intermédiaire d'une équipe mobile artistes soignants, dont Rodolphe va vous parler parce qu'il fait partie de l'équipe artistes soignants, qui n'intègre que des artistes professionnels. Nous travaillons un peu avec les art thérapeutes, mais nous travaillons surtout avec les artistes. Alors, ce qu'il fallait d'abord, c'était identifier. Comment avons-nous fait pour bâtir ces parcours? On a donc, le départ, c'était de prendre en compte la rupture de trajectoire du patient et de réfléchir dans un continuum d'accompagnement, de voir l'environnement des personnes. Quel quartier, c'est-à-dire quel quartier, quel musée, quel centre culturel, quel accueil de jour, quels soins à domicile. Donc une approche bio qui tient compte du médicament, psycho du bien-être de la personne et social de son environnement, à la fois familial, de voisinage et du quartier. Forcément, quand on parle de trajectoire et de parcours, cela fait s'engager dans une démarche pluridisciplinaire. Et tout repose dans ce maillage territorial qui unit à tous les maillons de la chaîne, de l'envoi de patients, jusque qui va prendre en charge, pour quelles compétences. Donc voilà, ça implique une gouvernance et des rôles qui sont clairement définis. Et ensuite, on repose sur un modèle économique qui est fondé sur la complémentarité des compétences et mutualisation des ressources. Parce que si nous ne dépendions que des subventions ou que des appels à projets, eh bien la rupture, elle serait déjà au sein de notre parcours et de nos professionnels. Donc, tout au long je vais vous montrer maintenant comment on a défini le périmètre des interventions. D'abord, il y a eu tout un travail
avec les artistes de concordance des pratiques et des objectifs. C'est-à-dire que avec les soignants, mais Rodolphe va vous en parler parce que il est artiste, il a fait sa propre pour le théâtre et les ateliers d'expression, il a fait ses propres grilles d'évaluation, sachant qu'il est artiste, qu'il n'est pas soignant, qu'il n'a pas à entrer dans le processus et l'évaluation du soignant, c'est-à-dire qu'on a clairement identifié les rôles de chacun, mais en revanche, on connaît les problématiques de chacun. Et donc, Rodolphe, tu nous parleras comment tu as adapté tes ateliers en fonction de voilà. Donc, on a plutôt essayé de serrer les difficultés, comme on est dans l'accompagnement principalement des troubles neuro-évolutifs, les problèmes des patients problématiques neuro-évolutives. Est-ce qu'on va traiter un item moteur? Est-ce qu'on va rentrer par le cognitif? Est-ce qu'on va agir sur le sensoriel? Et lorsque la structure qui envoie le patient rencontre notre équipe mobile artiste soignant, on va demander bien entendu à la personne, qu'est-ce que nous on vous accompagne par la voie culturelle. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Généralement, on dit oh mais je ne sais rien faire, moi j'ai jamais été artiste. Ben, c'est pas grave, on peut commencer par de la musique simple sur écoute et on va venir écouter avec vous de la musique. Et puis fort de tous ces périmètres d'intervention que nous avons déterminés, on va dire, est-ce qu'en fonction de votre difficulté, vous n'avez pas plutôt, on pourrait vous proposer un programme de danse, la personne présentant des troubles, par exemple, spatio-temporels ou des troubles de moteur, eh bien, on va plutôt l'orienter vers la visite au musée ou vers la danse, plutôt que vers la peinture. Mais c'est toujours la personne qui, en dernier lieu, va choisir. Et nous allons l'accompagner pendant 6 mois, une fois tous les 15 jours, et partout où elle se trouve. Ce qui fait que la personne qui a des problèmes de repérage et de connaissance des personnes a toujours les mêmes interlocuteurs. Et elle va avoir toujours l'interlocuteur du musée. Dans tous les musées partenaires, nous avons une personne dédiée qui va s'occuper de cette problématique-là. Et donc, les personnes ne seront pas du tout déphasées, désorientées, quand l'intervenant du musée déléguera une personne faisant partie naturellement de notre équipe mobile. Et donc, qui dit parcours, qui dit prescription, qui dit accompagnement, parle évidemment d'objectifs et d'échelles d'évaluation mesurables. Et là, on a créé pour chaque... Alors, on est parti de plusieurs orientations. Par exemple, l'atelier théâtre et expression, Rodolphe l'a beaucoup travaillé de son point de vue. Je suis victime moi-même de ce que Oui, là, c'est... et donc, mais par exemple, vous avez à côté une grille qui a été élaborée dans la ville de Beauvais, avec tous les acteurs de la ville de Beauvais, et qui permettent en relais d'accompagner les personnes. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Passer le micro je vais juste dire un mot, c'est que j'ai appris que Nathalie Bondil nous avait rejoint en visio, mais si elle en est d'accord, je proposerais peut-être d'enchaîner avec Rodolphe Corion, puisque son témoignage est très, très directement lié à celui de Dominique, et ensuite de revenir vers vous, Nathalie. Est-ce que cela vous convient? Ok. Voilà, Rodolphe. Donc, Dominique a évoqué votre travail et toute cette dimension d'évaluation, de lien avec les aidants. Voilà, donc comment ça se passe sur le terrain et est-ce que cette notion d'ordonnance y êtes-vous favorable? Est-ce que ce serait un plus très concret? Alors, comment ça se passe sur le terrain? Moi, je m'occupe de théâtre et j'ai mené de nombreuses années aussi des ateliers de lecture avec des personnes, des patients Alzheimer et troubles apparentés. D'abord, dans ces ateliers, les premiers temps, il n'y avait pas de grille de lecture particulière, pas de grille d'évaluation particulière. J'étais un artiste, je venais, je partageais du théâtre ou pour la question de la lecture, c'était des littératures hein, avec ces patients et il y avait à la fois un partenariat très fort avec des soignants parce qu'il y avait régulièrement des neuropsychologues, des psychologues et c'était suivi par des médecins dans certains ateliers qui avaient lieu par exemple en hôpitaux de jour.
Donc il y avait un partenariat fort avec les soignants, mais je venais moi pour pratiquer un art Mhm. ou pour parler d'un art avec les patients. On s'est rendu compte que il existait déjà des grilles euh, que les soignants pouvaient remplir. Donc nous avons commencé, pendant que je menais des ateliers, à demander, par exemple, aux neuropsy qui étaient présentes de bien vouloir remplir des grilles en parallèle, avec toutes les difficultés que cela posait, parce qu'aucune grille n'était jamais satisfaisante. C'était des grilles qui étaient à l'essai, qu'on avait trouvées sur d'autres études qui avaient essayé d'être menées, etc. Et moi-même, j'étais en difficulté par rapport à ces grilles parce que je venais avec une pratique artistique qui n'était absolument pas de l'art-thérapie. Je ne pouvais pas du tout rentrer moi-même dans le champ du soin strictement parlé, et du coup je venais avec une pratique artistique qui ne pouvait pas du tout mesurer, jauger, étudier précisément l'impact thérapeutique de ce que je faisais. Et il a été question à un moment donné de proposer une grille d'évaluation qui, donc pour le cas du théâtre, qui était vraiment dans la pratique de l'art dramatique, et qui en fait n'est pas si éloigné de ce que moi, en tant qu'intervenant artistique, professeur d'art dramatique également, je pouvais attendre de personnes qui n'étaient pas nécessairement malades. Il y avait bien sûr une adaptation à faire par rapport à cette pathologie, ou même à ces pathologies, Alzheimer, mais c'est très spécifique aussi. c'est spécifique, et puis il y a des troubles. Il n'y a pas un trouble fixe, etc. Il y a des Alzheimer, il y a des troubles apparentés, etc. Et donc là où moi, lorsque je travaille avec des personnes de tous les âges dans la vie quotidienne, dans le cadre d'ateliers de théâtre par exemple, je vais avoir des enjeux que je vais vouloir développer au sein de mes ateliers. Eh bien, on se rend compte assez rapidement qu'il est possible de les adapter à ce public. Mhm. Le théâtre, c'est toujours du théâtre. Vous pratiquez un art, vous pratiquez toujours un art. Je ne peux pas inventer des exercices de théâtre ou faire des choses qui ne sont pas du théâtre, qui seraient un théâtre pour malades. Ça Mhm. n'existe pas. Et tant mieux d'ailleurs, je crois. Heureusement. Hein. C'est très sain. Par contre, je peux constater que certains ateliers, certains exercices, pardon, sont trop complexes pour certains publics. Je peux les adapter Mhm. éventuellement, d'une part, et d'autre part, je peux observer ce que font les personnes et noter ce qu'ils font. Observer s'il y a éventuellement des constantes, observer s'il y a des évolutions. Et comme nous travaillons, nous les artistes, non pas avec à essayer de réparer, d'essayer de remplacer et de faire ce que les personnes ne peuvent plus faire. On ne travaille pas avec ce qui ne fonctionne plus, mais Mhm. on travaille avec ce qui Il fonctionne. fonctionne. On essaye de faire un état des lieux de ce qui fonctionne. Et si dans les choses qui fonctionnent, est-ce que nous pouvons euh, développer plus ce qui fonctionne encore chez ces patients? Et c'est ça l'intérêt de ces grilles. Et ces grilles, en fait, vous les avez élaborées d'un point de vue artistique en tant Entièrement. que comédien, metteur en scène. Exactement. Est-ce que comment dirais-je, des objectifs ou des effets peuvent être inscrits dans ces grilles, mais vus du côté des accompagnants, des Alors, aidants, de l'entourage? Est-ce que c'est intégré? c'est là qu'on rentre dans des problématiques, parce que une Ou des grille, soignants d'ailleurs? une grille faite par un artiste n'a pas de valeur scientifique à proprement parler, en tout cas pour le moment. On est Oui. sur Oui, oui, des tentatives, des essais. oui. On parle avec Dominique Spies, on travaille depuis 15 ans, moi depuis 15 ans, mais elle depuis 20 ans, sur ces questions. Et on est sur d'éternelles tentatives avec toujours essayer de voir à quel moment est-ce que la valeur scientifique pourra s'y ajouter. Mais pour cela, il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut tenter des choses, être dans l'expérience de cela. J'ajouterais d'ailleurs que au début, dans mes ateliers, souvent, je voyais des médecins gériatres qui étaient inquiets, par exemple, de choses par rapport aux patients, comme
la mise en échec du patient. Mhm. Et je disais, mais si on ne teste pas, on ne peut rien faire. On est obligé de risquer la mise en échec, sinon on ne fait rien du tout. Donc c'est bien des choses, on est vraiment sur le côté pionnier. C'est que ce que je disais souvent, vous savez, marcher, c'est tomber et D'un se rattraper. déséquilibre à l'autre. Ouais. Voilà, donc il n'y a pas le choix. Si je veux voir si la personne peut faire du théâtre, je dois la mettre devant les autres Les autres. et faire une improvisation avec cette personne. Et si elle est un peu perdue, je suis avec elle. Je ne vais pas la laisser se débrouiller toute seule. Donc je suis dans l'accompagnement et ces grilles tendent à montrer qu'on peut quantifier, notifier, préciser, observer, rendre compte de l'activité artistique et de l'impact que cette activité a Sur le patient. sur le patient. Et en travaillant à l'avenir, parce que tout ça, ce sont des choses que nous avons fait par le passé, Ouais. mais qui ouvrent des questions pour l'avenir. Comment faire pour que les grilles de l'artiste et que des grilles de soignants existent et que les deux se rencontrent? Ça, c'est un chantier à mener. Ça, c'est l'avenir. Dans ce qui implique un suivi, Suivi, tout à global et pour lequel on peut imaginer qu'une prescription de départ, une ordonnance pourrait être une bonne base. Alors effectivement, ça serait intéressant, il faudrait voir comment ça se met en place, mais il y a des années déjà, je pense presque déjà 10 ans, je me souviens que Dominique Spies rentre un jour dans une salle où on avait une réunion en disant nous sommes prescrits parce qu'un médecin gériatre avait proposé à des patients, donc par l'intermédiaire de leurs aidants, d'aller au dispositif du cas en disant je vous propose vraiment d'y aller. Alors qu'il était en train de décrire, à l'époque on donnait encore des médicaments pour cela, et il donnait des médicaments, il a dit en plus allez au Duca. Donc cette pratique existe, alors pas sur le papier évidemment, Non, mais ça fait 10 ans qu'on en parle en fait, Ouais, c'est pas une nouveauté, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Et en plus de cela, il y a des vrais partenariats à construire, donc bien sûr toujours avec les soignants et les artistes, mais aussi avec les aidants, qui pour moi est vraiment la population de l'avenir, puisque au-delà de ce que nous faisons dans les ateliers, dans le temps artistique propre, il y a l'impact de ce temps. Je parlais des grilles d'évaluation. Ce qu'il faudrait évaluer, c'est ça, parce que les retours des aidants, c'est vraiment pour moi une chose très importante. Les retours des aidants sur qu'est-ce que c'est qu'une journée après un atelier artistique pour le patient, c'est ça la preuve que nos actions changent complètement le quotidien de ces personnes. Donc il y a vraiment, vous voyez, pour l'avenir, un champ d'expérimentation, des grilles, des partenariats à mener avec les aidants, et peut-être dans le cadre de prescriptions médicales, même si on est d'accord qu'il ne s'agit pas de soins, nous sommes dans des pratiques artistiques. Oui. Il y a l'art-thérapie par ailleurs qui a sa place. D'accord. On va devoir en rester là. Bien sûr. Vous savez quelle est la loi. Et donc je propose de rejoindre Nathalie Bondil en visio. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour, vous êtes muséologue, directrice des musées et des expositions à l'Institut du monde arabe à Paris. Mais vous avez une très solide expérience art et santé outre-Atlantique au Musée des Beaux-Arts de Montréal. On a, avec Juliette Barthélemy, évoqué la ruche, qui est très spécifique et un concept tout à fait passionnant. Et donc, je voulais vous demander de nous dire comment vous aviez mis en œuvre ce principe culture-santé. Culture-santé, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, dont vous avez été par ailleurs la directrice et la conservatrice. Voilà. Et quel peut être le rôle spécifique d'un musée dans une dimension de soins et quel sens a pour vous la notion de prescription muséale? Voilà. Oui, merci beaucoup, merci infiniment. Écoutez, en fait, cette expérience nord-américaine, elle s'inscrit dans un contexte où les musées sont beaucoup plus en lien avec la société civile, et je dirais que le Musée des Beaux-Arts de Montréal, depuis des années, était très enclin donc à s'occuper des publics dits empêchés ou éloignés, notamment avec un programme qui s'appelle le musée en partage.
En parallèle, donc, il y avait le MoMA qui avait fait un projet très reconnu qui s'appelle Meet Me sur la maladie Alzheimer, qui était accompagné donc d'un protocole de recherche et d'évaluation très fameux. Le musée des Beaux-Arts de Montréal donc avait commencé à travailler dans le cadre d'un projet qui s'appelait le fil d'art d'Alzheimer avec les patients et leurs accompagnants. Et en fait, quand je suis arrivée à Montréal, où j'ai vécu 22 ans, donc c'est une grande partie de ma vie, donc j'ai été très frappée par la possibilité de pouvoir créer des partenariats de manière beaucoup plus simple qu'en France en parallèle, même si j'admire énormément de collègues, notamment Juliette Barthélémy à Lille. Mais on voit les efforts sur le terrain de tous les collègues. Mais c'est vrai qu'à Montréal, il y avait vraiment cette facilité et cette envie aussi de pouvoir répondre à des besoins sociaux. Bon, pour des raisons personnelles et aussi pour des raisons d'équipe, hein, donc avec qui je travaillais. Donc, nous avons pu vraiment développer beaucoup de partenariats. Au départ, ça s'est fait par opportunisme, comme c'est souvent le cas, et puis ensuite, ça s'est structuré donc avec un comité arrêt santé qui a été créé donc pour justement répondre à la demande de toutes les cliniques, hôpitaux, partenaires associatifs, associations de patients donc qui voulaient travailler avec nous. Moi, j'ai toujours eu la politique de dire oui. Donc, c'était voilà, de trouver des solutions aux demandes qu'on nous faisait, accompagné en cela donc d'une équipe très solide. Là aussi, c'est un des fondements importants quand on veut mettre les arts et la santé en priorité dans un musée ou toute autre priorité quelle qu'elle soit, c'est vraiment de pouvoir s'assurer que tous les services, tous les départements du musée donc soient articulés autour de la même vision. Et c'est ce qui s'est passé tant au point de vue de la direction de l'éducation avec Thomas Bastien, la fondation très importante pour pouvoir chercher des levées de fonds pour payer un art thérapeute pour assumer tous ces projets. Donc les équipes de terrain qui se retrouvent à accueillir des groupes qui sont pas forcément habituels. Je pense au public autiste, des mécènes aussi, donc qui nous ont accompagnés. Bref, il y avait vraiment donc un mouvement de fond, je dirais vraiment une task force, donc en direction des arts et de la santé, avec la volonté d'être toujours accompagné de mon côté par des professionnels de la santé, parce que je me rendais bien compte qu'on n'avait aucune compétence, on avait des médiateurs extraordinaires, évidemment on connaissait bien nos collections, mais avec toute la bonne volonté que nous pouvions avoir, donc il fallait qu'on soit encadré par des professionnels de la santé afin d'évaluer donc la légitimité des projets qui nous étaient soumis. Donc petit à petit, donc c'est devenu un grand programme donc que j'ai appelé la muséothérapie, parce que c'était pas simplement des pratiques d'art-thérapie, mais c'était vraiment le contact même que l'on a avec les œuvres d'art, donc qui sécrètent, et là je réfère à Pierre Lemarquis qui est intervenu ce matin, donc qui sécrètent des hormones endogènes et toutes sortes de processus biochimiques. Donc c'était pas simplement le fait de pratiquer les arts, mais vraiment d'être en contact avec les arts. Alors évidemment, moi je m'intéresse aux arts parce que c'est ma passion, c'est mon métier, et nous avons déposé donc le terme de muséothérapie au Musée des Beaux-Arts de Montréal. J'en suis assez fière, et je dirais que il y a eu un avant et après la pandémie. C'est-à-dire qu'avant la pandémie, peu nombreux étaient les musées en France en tout cas, parce que il y a le National Art and Health Alliance en Angleterre, donc qui est très développé, notamment avec les prescriptions sociales, mais il y avait assez peu de musées intéressés. Je mentionne encore le Palais des Beaux-Arts de Lille, Juliette Barthélémy, parce qu'effectivement, donc ils étaient vraiment engagés, mais c'était pas pas une priorité. La pandémie a changé la donne parce qu'on a placé la culture au cœur de nos besoins essentiels, ou qu'on veut penser comme étant essentiels. Et évidemment, donc, les questions de santé mentale, très importantes. Donc, la santé publique donc, n'était plus simplement aux mains du ministère de la Santé, mais véritablement comprise dans un sens beaucoup plus large, qui est celui de l'OMS finalement. Alors, je me réjouis
réjouis de cet élan. Là, je reviens d'Arabie Saoudite pour vous dire, où on lançait donc le Jamil Arts and Health Lab. Donc, à un niveau où les ministères de la Santé et ministères de la Culture étaient réunis. Donc, c'est assez fascinant quand même. Donc, voilà, bon, donc on voit qu'il y a vraiment un élan à tous les niveaux et c'est tant mieux. Alors pour la prescription médicale muséale, j'irai vite. En fait, c'était une idée que j'avais émise avec mon collègue directeur de l'éducation et du bien-être Thomas Bastien, donc de faire des prescriptions médicales muséales, c'est-à-dire vraiment de donner la possibilité à des médecins de pouvoir prescrire le musée, une visite au musée. Donc nous avons rencontré Hélène Boyer, qui est la présidente de l'Association des médecins francophones du Canada et qui a accepté de jouer le jeu. Et je me disais que comme on prescrit de faire de l'exercice physique, pourquoi pas prescrire le musée. Ce projet pilote en 2018 a eu un succès phénoménal, donc on en a parlé partout, mais je vous dirais que finalement il était assez simple. C'est donc tant mieux parce qu'il nous a permis d'être médiatisés, mais il y avait beaucoup d'autres projets plus complexes. Et là, je sais que Dr Hélène Boyer est en train de faire une étude sur cette pratique afin d'avoir de la littérature, parce que notre collègue le disait juste à l'instant. Donc la difficulté, c'est le manque de littérature en français, c'est le manque d'évaluations randomisées qui sont très très chères. Donc là, on travaille à des méthodologies plutôt participatives qui permettraient de pouvoir faire des évaluations et faire une bibliographie pour des institutions qui ne peuvent pas payer des études extrêmement onéreuses quand on parle de protocoles randomisés. Randomisé, oui. On a appris tout ce vocabulaire, justement, à la faveur, oserais-je dire, de la pandémie. Donc, merci pour ce témoignage. En vous écoutant, je pensais aussi à Madame Missler, qui, je pense, a initié des choses en rebond à la pandémie de Covid-19 et à cette prise de conscience que vous évoquiez, que la santé est quelque chose de global et que la culture et même les cultures en font partie. Donc, j'avais pensé interroger le docteur Feltz au départ, mais le témoignage de Nathalie Bondil m'a fait penser à vous, donc je reste dans ma logique à moi et je vous interpelle. Pardon tout à l'heure d'avoir précisé, mais ah non. Mais j'étais pas vexée, c'est à moi que j'en voulais. C'est pas du tout une notion vaine. Absolument c'est-à-dire que c'est vraiment la prise en compte de l'ensemble des droits culturels. Voilà. Qui, tout à l'heure, a traversé aussi pas mal de choses. Et je vous étais reconnaissante de l'avoir dit, et c'est à moi que j'en voulais. J'étais en aucun cas vexée. Voilà. Oui, moi, je retire de ce qui vient d'être dit beaucoup d'idées et de possibles, en fait, en termes de développement. Mais il est vrai que notre municipalité est arrivée au moment de la période Covid et de la pandémie. Et c'est vrai que la culture avait été considérée à un moment donné comme étant non essentielle. Et on avait vu toutes les démarches qu'on avait pu faire pour la défense, notamment de la réouverture des librairies, des lieux de spectacle qui avaient été plus compliqués. Et du coup, nous avons essayé, et là vraiment en lien avec l'ensemble des compétences à la fois des élus et des services de la ville, de se dire on est en fait on est en train d'isoler complètement les individus les uns aux autres. D'ailleurs, l'appellation qui était employée était absolument affreuse, hein. Et donc de se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Donc d'abord, comme beaucoup, on a essayé de maintenir en activité les artistes et le monde de la culture, parce que la fragilité qu'on évoque au niveau des patients, elle s'est retrouvée aussi très fortement au niveau
des artistes, des professionnels de la culture qui tout à coup se retrouvaient face à où on leur renvoyait en fait que ce qu'ils faisaient, que leur passion, que tout ce pourquoi ils consacraient leur vie n'avait Et aucun même la sens. pratique en amateur Voilà. a beaucoup souffert. Voilà, Les gens qui étaient dans des chorales ou mais y des compris les chœurs. professionnels. Oui, et Enfin, les je veux dire, professionnels c'était et donc du coup de travailler au moins à maintenir ce lien au niveau, on va dire professionnel, au niveau des pratiques amateurs. Et du coup, comme ont été mis en place les centres de vaccination en dehors des lieux, j'allais dire dédiés, on s'est dit on ne peut pas se contenter d'accueillir des gens qui étaient angoissés ou le personnel de santé qui se retrouvait dans cette nécessité. On va essayer d'accompagner par une intervention culturelle et là en l'occurrence musicale. Et le conservatoire de Strasbourg a mis à disposition, sur la base du volontariat, des jeunes étudiants en phase de professionnalisation, d'être des partenaires présents au moment de ces phases. C'était un exemple. Ce soir, vous êtes invités à aller découvrir l'exposition La création au temps du sida, que porte le Musée d'art moderne et contemporain, qui est un moment très très fort parce que c'est à la fois effectivement resituer, et c'est comme un espèce de rebond d'ailleurs entre la pandémie qu'on vient de vivre et la période la plus dure de l'époque du sida, qui n'est pas une maladie d'ailleurs terminée aujourd'hui. Et donc, en fait, le Musée d'art moderne et contemporain a souhaité vraiment mettre vraiment en exergue à la fois les œuvres des artistes, mais dans tous les domaines de la création, mais aussi de resituer surtout le contexte dans lequel ces artistes ont créé, et en particulier le contexte médical de l'époque, le contexte médiatique de l'époque, qui était parfois très violent, et donc du coup de remettre tout ça un peu en exergue. Et du coup, dans le cadre de l'exposition, et Madame la maire l'a rappelé ce matin, dans le cadre de l'exposition, eh bien, c'est d'inviter cette fois-ci le personnel de santé à venir, non pas visiter seulement l'exposition, bien sûr, mais à tenir des stands d'information en direction du public et notamment des jeunes sur les risques liés au sida, mais aussi à d'autres types de maladies. Et donc, en fait, sur quoi nous sommes en train de réfléchir, en tout cas, parce que des expériences et des expérimentations culture santé, je crois qu'il y en a eu déjà un certain nombre dans la ville de Strasbourg et un certain nombre anciennes, mais c'est comment, au-delà des questions fondamentales et que vous avez évoquées les uns et les autres, de formation et de compréhension réciproque du rôle de chacun et de ne pas se tromper du rôle que chacun doit porter dans ses relations avec le monde de la santé au sens large du terme, et que mettre en contact des artistes avec ce monde de la santé, ce n'est pas une chose simple et ce n'est pas une chose qui est forcément spontanée, et il y a une préparation à minima à faire, et toujours sur la base de toute façon du volontariat. Mais nous sommes en train de réfléchir du coup comment faire en sorte, et tout en tenant compte de l'ensemble des contraintes qu'a le monde de la santé, bien sûr, mais venir davantage aussi dans nos lieux de culture, dans nos institutions culturelles, pour que un certain nombre de ces échanges, de ces contacts puissent se tisser. Évidemment, pas de façon artificielle, mais en profitant d'une pièce de théâtre, en profitant d'une programmation musicale, en profitant d'une exposition, effectivement, pour permettre ces allers-retours. Parfait. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé. J'en viens aux deux médecins du plateau. Le docteur Alexandre Fels, donc comme vous, Madame Missler, adjoint au maire de Strasbourg, mais à la maire,
de Strasbourg. Madame Barzéguian, décidément je gaffe beaucoup en après-midi, adjoint à la maire de Strasbourg, en charge de la santé. Vous avez cette expérience de sport et santé. J'aurais voulu vous demander, comme aux autres, le plus brièvement possible, d'expliquer cette initiative, comment elle a été financée et si, de votre point de vue, elle pouvait être appliquée au domaine de la culture. Oui, merci beaucoup. Donc c'est vrai que ça me rappelle beaucoup de choses en fait qui est en train d'être dit. Alors déjà le lieu, parce que c'est ici qu'on a lancé les premières assises du sport santé nationale et européenne en 2015. Donc le sport santé est né à Strasbourg dans sa dimension territoriale en 2012. Et je disais, il y a plein de choses qui se ressemblent. C'est-à-dire, bien sûr, il y a les référentiels scientifiques. À l'époque, c'était l'INSERM. Là, on a un rapport de l'Organisation mondiale de la santé 2019. Donc on voit que c'est très important d'avoir ce référentiel scientifique et les preuves s'accumulent de l'efficacité de ce lien entre culture et santé, autant en prévention primaire qu'en prévention secondaire. Donc ça, c'est quelque chose aussi. J'ai entendu une activité adaptée, ça c'est essentiel aussi. Le sport santé sur ordonnance, c'est aussi une activité physique adaptée. Là, on voit, vous avez dit, vous adaptiez. J'ai entendu ce mot, et donc c'est aussi essentiel, c'est-à-dire tous les arts doivent s'adapter à sans doute des publics différents, alors empêchés socialement, mais aussi des personnes qui ont des problèmes de santé. Donc on voit qu'on est dans un contexte, en tout cas qui pour moi ressemble à ce qui s'est passé en 2012 quand on avait lancé Sport Santé sur ordonnance à Strasbourg. Alors les financements, ils seront différents. J'en dirais peut-être quelques mots sur la culture sur ordonnance. Sur le sport santé, c'était d'abord la ville en fait de Strasbourg qui s'est engagée très fortement. On a l'agence régionale de santé, vous avez vu tout à l'heure avec la directrice, et aussi le régime local d'assurance maladie, notre assurance complémentaire solidaire Alsace-Moselle. Le président était d'ailleurs là ce matin, d'où son intérêt. Et puis on a une très bonne nouvelle parce qu'ils vont pouvoir s'engager plus avant sur l'investissement, parce qu'ils étaient bloqués en fait pour pouvoir investir. Donc je vois chef de service santé qui est déjà à l'écoute pour faire des demandes de financement, par exemple sur culture et santé, puisqu'on a ces capacités-là. Il y a aussi bien sûr maintenant la métropole, la collectivité européenne d'Alsace, l'UGCAM, la caisse primaire d'assurance maladie également. Donc on voit que tous les acteurs aujourd'hui financent cela. Donc si on fait le parallèle avec nos actions, on voit que je pense qu'il faut partir avec ce modèle. Alors d'un côté, on a bien sûr l'Agence régionale de santé, et dans le sport santé, on a ce qu'on appelle la DRAGES, c'est-à-dire jeunesse et sport. Voilà. Donc on peut imaginer la même chose, c'est-à-dire l'Agence régionale de santé et puis le pôle culture pour les représentants de l'État, et puis les autres collectivités que j'ai nommées pourraient également s'y engager. Donc ce qui me semble aussi important de dire, parce que c'est remarquable le travail que vous avez fait à l'hôpital, dans les hôpitaux, vous en parliez à Lille. Moi je pense qu'il faut le travailler de façon plus globale, quoi. C'est-à-dire si on pense une prescription, elle me semble devoir être aussi dans l'ambulatoire, dans ce qu'on appelle les médecins de famille, les médecins traitants, qui touchent beaucoup plus, parce que heureusement, je dis souvent ça, moi j'hospitalise une personne par mois dans mon cabinet, mais l'ensemble des collègues, on voit des centaines de personnes par mois. Donc vous voyez, l'impact serait très différent. Et donc tout à l'heure en conférence de presse avec la maire, et puis avec Anne Missler, Anne-Marie Jean, j'ai eu cette idée-là. Je me dis, on a des maisons de santé à Strasbourg, on en a 6, peut-être 7 à la fin de ce mandat, et qui pourraient très bien être des structures, parce que c'est pluriprofessionnel, organisé, structuré, et elles pourraient peut-être répondre à l'appel à projet là que j'ai entendu tout à l'heure, en lien avec les aides qu'on pourrait avoir, avec le régime local notamment, l'ARS, pour essayer de monter cela. Voilà, donc c'est d'ailleurs, et je vais finir sur ça, l'autre bonne nouvelle, c'est que l'assurance maladie
va financer le sport santé. C'est aussi un amendement du gouvernement qui vient de sortir il y a quelques minutes, en passant par les maisons de santé. Donc les personnes diabétiques et cancéreuses vont pouvoir, dans le cadre des maisons de santé et des centres de santé en France, avoir des parcours sport santé pris en charge comme ils le sont à Strasbourg depuis des années, puisque on a touché déjà 5000 personnes depuis le départ et qu'il y a 1000 personnes chaque semaine qui font de l'activité physique à visée de santé accompagnée sur notre territoire. Voilà donc un peu où on en est aujourd'hui, comment les choses pourraient se structurer plus avant, continuer bien sûr ce travail remarquable dans les structures et les hôpitaux, mais élargir à la médecine de ville, notamment les médecins traitants, médecins de famille et les maisons de santé, comme nous on appelle maisons urbaines de santé, qui sont les maisons de santé pluriprofessionnelles, qui aujourd'hui sont des lieux justement d'innovation, de structuration et qui pourraient rentrer dans ces éléments-là. Voilà. Avec cette question du remboursement par la sécurité sociale, qui n'est pas anodine et qui apparemment... Bon, c'est un combat d'11 ans, là, donc on a... 11 ans pour le sport. Ouais, donc, voilà. 11 ans voilà, avec une partie là, très partielle, puisque ça sera sur le cancer et le diabète, et uniquement dans les maisons de santé et les centres de santé. Donc voilà, mais c'est une avancée. Oui. Donc voilà, je pense que... Signal, et peut-être pour finir, je veux dire, on est aujourd'hui dans une épidémie de maladies chroniques et notamment d'épidémies de santé mentale. Donc c'est essentiel. Et le système de santé, notamment hospitalier, mais aussi libéral, n'est en incapacité aujourd'hui de prendre en charge les patients parce que malheureusement, il y a eu des erreurs politiques qui ont fait qu'il n'y a pas assez de professionnels de santé en France et en Europe aussi. Et donc, du coup, il faut agir sur la prévention et sur les thérapies non médicamenteuses validées, ce qui est le cas autant pour l'activité physique que pour les questions de culture. Donc, voilà, on a enfin un ministre de la Santé et de la Prévention, donc chiche, demandons-lui d'y aller sur le versant prévention. Chiche. Alors, docteur Frédéric Sitaram, vous nous venez de Suisse, de Genève. Donc oui, c'est ça, les hôpitaux universitaires de Genève où vous travaillez très en proximité avec la cardiologie. Je pense que taper votre nom sur Internet ouvre à une masse de publications, de séquences YouTube où vous expliquez les choses de manière limpide et avec un enthousiasme absolument impressionnant. Donc, vous êtes réellement très, très engagé dans la pertinence des dispositifs, donc très, très engagé pour la défense de la pertinence des dispositifs culture santé, donc dans votre pratique et conférences, publications, etc. On a comme thème de cette table ronde la notion d'ordonnance, à laquelle vous trouvez une connotation assez brutale. On en avait parlé la semaine dernière, je pense. Mais est-ce que malgré tout, ça ne pose pas un socle de suivi, une forme de validation et qui pourrait mener à terme, on vient de l'évoquer, à une prise en charge, à quelque chose de concret, d'intégré à notre fonctionnement sociétal en matière de santé. Et puis en fait, comment ça se passe en Suisse ? Qui sont absolument trop vastes pour que j'y réponde vraiment. Ah, bah écoutez alors... peut-être que la première question, puisque moi je suis médecin, je suis né du creuset d'une médecine générale prescriptive, peut-être faut la poser au public, cette question. Et vous la gardez tout à l'heure, je pense, c'est plus intéressante. Ouais. De mon point de vue, ordonnance, ça fait un peu militaire tout de même. Je vous ordonne d'être heureuse, madame. Je vais faire de mon mieux, monsieur, mais je ne vous promets rien. Maintenant, je peux comprendre l'aspect politique que ça représente. Moi, je ne fais pas de politique de santé. Donc, je suis un médecin clinicien, pragmatique. Alors, je me suis marqué des notes pour être concis. Pragmatique dans le développement de mes activités, responsable, donc aussi des gens que je mets dans mon équipe, assez décalé, je dois dire, qui s'intéresse à la durabilité des expériences aussi, et faire aussi des projets soutenables financièrement, et aussi respectueux des artistes. Et puis basé sur des évidences, vous le disiez tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé l'intervention de M. Bauchet, et pour en parler ultérieurement. Et puis intégrer dans un processus, parce qu'au fond, lutter contre le courant, c'est compliqué, faire avec, c'est pas mal. Et puis, je m'intéresse aussi aux aspects systémiques. Vous parliez des familles, des proches, des aidants.
et puis aussi mesurable, parce que sinon, pas de mesure, pas de possibilité d'être reproduit ou éventuellement mesuré et aussi donner des finances. Et enfin, je vais peut-être enlever cette partie-ci, comme ça c'est fait, j'ai dit les choses un peu simples comme ça, je me débarrasse de ça. Je suis médecin, donc généraliste, mais je suis aussi responsable d'enseignement thérapeutique dans un programme de réadaptation cardiovasculaire. Donc je travaille avec des patients qui ont fait un infarctus ou qui ont été opérés, pontés, parfois qui n'ont pas fait d'infarctus, mais eu un remplacement de valve. Donc ils sont dans une période de transition. Donc vous comprenez qu'on est à la fois dans une situation organique, où des changements corporels ont eu lieu, mais aussi des transformations physiologiques, ils ne se comprennent plus tellement, et puis des changements psychologiques majeurs. Et à chaque fois qu'une crise intervient de cet ordre-là, elle repense la question. Alors évidemment, les gens, ils n'ont pas envie de se rêver d'être malades. Ils ont envie de rêver d'être bien. Et puis, je pense qu'on pourrait inverser la question de prescription de santé, prescription culturelle ou d'art dans la santé. Prescription culturelle, point, parce que je pense que là est le point le plus important, prescription existentielle. Moi, je défendrais le point de vue d'un concept de santé culturelle. Vous avez parlé de liberté, d'être dans droit à l'accès à la culture. Moi, je défendrais l'idée d'une santé culturelle. Je pense que c'est un socle indéniablement important dans le développement des maladies chroniques dont vous parliez, qui sont l'expression souvent de troubles aussi d'adaptation dans une société extrêmement violente, extrêmement maltraitante et peu intéressée à ce que les gens deviennent. Donc je pense que si aujourd'hui il y a un vrai système de santé, aujourd'hui en plus de celui qui est officiel, c'est bien vous les artistes et les gens qui travaillent dans le domaine de la culture, parce que je pense que sans vous, on serait à l'explosion depuis très longtemps. Donc de mon point de vue, et je le dirais de manière inofficielle, mes responsables de l'hôpital ne sont pas là, et on a la chance d'avoir une direction d'arrêt santé à l'hôpital qui s'appelle Art Hug, HUG. Donc il y a une division où on met en place des activités artistiques et dans les soins, avec des prestations où on prête des tableaux aux patients. Enfin, il y a aussi des expositions pour les soignants, des expositions par les soignants. Et donc il y a des expositions dans l'hôpital, mais il y a aussi une volonté claire de faire un lien entre la ville et l'hôpital. Ils ont développé une maison de l'enfance et de l'adolescence avec des salles de spectacle, des choses comme ça. Moi, je m'insère dans un processus où je suis né à ces activités artistiques sans être un artiste, dans un milieu où il y a déjà de l'art et un intérêt pour l'art dans les soins. Mais aussi, je fais l'éducation thérapeutique, qui est un vecteur énorme de développement d'activités et d'outils en rapport avec le vécu des personnes. Et les activités artistiques, quand j'ai commencé à les faire, c'était avec de l'art-thérapie. Mais très avant, un professeur Jean-Philippe Assal, je vous conseille d'aller jeter un œil sur le site de la Société européenne d'éducation thérapeutique, mettait déjà en place des activités sur le vécu, parlant des activités artistiques et de la peinture en particulier. Très joli film de Olivier Horn là-dessus. Et donc moi, je suis né, finalement, ou rené à la médecine en déconstruisant mes savoirs, en déconstruisant aussi mes connaissances et mes compétences, en allant écouter les personnes à travers des processus à médiation artistique. Donc il a été assez facile pour moi de me dire que je vais être pragmatique. Il y a des choses qui existent, utilisons-les. Merci Nathalie, d'ailleurs, pour les visites de musées. Je crois que c'était la révolution, puisque j'ai enfin pu mettre un coup de pied dans une fourmilière qui était apparemment très tranquille. Et puis donc, on a intégré les activités de musée dans les soins. Donc aujourd'hui, les patients, 350 personnes de réadaptation cardiovasculaire vont 2 fois tous les 6 semaines dans un musée, avec une activité muséale qui leur est dédiée, prise en charge par l'assurance de base. Mais ça, c'est dans l'hôpital. J'ai aussi mis en place des activités culturelles dans le cadre de mes autres activités indépendantes, avec l'Institut Jacques Dalcroze, qui est un institut de formation à la musique, pour des patients dans des programmes d'enseignement thérapeutique et d'activité physique, diabétiques ou en situation d'obésité. Donc c'est assez simple. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une participation culturelle de la ville, une participation des patients et une participation de l'assurance maladie. Mais c'est pragmatique, c'est responsable, et c'est basé aussi sur des ressources. Et puis, quand je dis aux patients, on va faire de la musique, on va danser, on va faire de la rythmique, autant dire que ça les intéresse plus que faire de l'activité physique, très souvent. Hein. À part quelques acharnés qui sont sur des rameurs, franchement, ils préfèrent aller faire de la photo, se balader sur le bord du lac et aussi travailler à la rythmique et la musique. Donc, forcément, poser l'axe de compétences en rapport avec le développement des compétences artistiques, c'est décider soi-même de dire qu'en fait, ce qui est important pour les gens, c'est ce qui les nourrit et ce qui les mobilise. Et la culture va les mobiliser. Et bien sûr, moi, mes aspects pédagogiques qui sont extrêmement importants. Utiliser les musées pour développer des notions d'écologie, de responsabilité et de prendre soin de soi.
penser la mort, penser la durabilité, penser le festin de la vie, la préciosité de la vie, travailler sur la rupture, la crise. Vous avez énormément de possibilités, mais travaillez aussi sur les médiations artistiques pour percevoir le lien entre les sens et les émotions. Ça, c'est des éléments extrêmement intéressants. Les gens sont pétés de rire dans les activités qu'on fait au musée. Quand ils imaginent que ce qu'ils voient, personne ne le voit, mais qu'ils les ont au bout des doigts, par exemple en caressant Eros ou Psyché, franchement, là, ils sont extrêmement intéressés par ce qu'ils font. Pourquoi ? Parce qu'on revient à l'idée que les émotions font partie de la vie des personnes et que les exprimer, c'est quelque chose de complexe. Enfin, je pense que la direction de l'hôpital ne le sait pas, mais on a créé un quartier culturel en réadaptation. Autant dire qu'on est une sorte de république indépendante où il y a à la fois des ateliers de poésie, à la fois de l'écriture, mais aussi de l'édition. On a édité un livre de poésie avec les proches, les soignants et les patients, voilà, qui vient de sortir là récemment. On a fait aussi un théâtre musical avec des soignants, des proches et des patients, avec une chorale, mais avec un spectacle qui a été produit 2 fois, une fois à l'hôpital, une fois à la Journée mondiale du cœur, par exemple. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va au bout du projet. C'est-à-dire, au fond, ce qui est fantastique quand il y a une crise et que les émotions sont à fleur de peau, c'est que toutes les compétences d'adaptation sont en train de se mobiliser. Au lieu de tasser les émotions, utilisons-les, créons, faisons du nouveau. C'est le moment, la créativité à fleur de peau, c'est le moment de faire du nouveau. Et on va aller jusqu'à la démarche artistique. On ne va pas devenir des artistes forcément, mais des créateurs. Et je pense qu'on est vraiment une pépinière et un laboratoire de transformation. À cet acte-là, je pense que celui-là, il est fédérateur parce que la durabilité, c'est au moins 5 ans. Donc on suit ces projets. Il y a des évaluations, on s'est basé comme vous, hein, vous l'avez fait, vous l'avez dit, sur des bases de grilles qui existaient, mais aussi des grilles médicales, comme les évaluations de bien-être, mais aussi des évaluations qualitatives, ou des choses complètement paradoxales, comme par exemple, est-ce qu'aller au musée vous donne envie de fumer ? Ma réponse, statistiquement, 65% disent oui. Quand même bizarre, hein ? Franchement, il faut s'étonner. Ou est-ce que ça vous donne envie de prendre vos médicaments ? La réponse, 85% oui. Donc il faut vraiment aussi se poser des questions qui ne sont pas forcément habituelles. Voilà. Pas forcément orthodoxe, mais passionnant. Juste terminer. Hein, donc finalement, il n'y a pas de financement direct des activités culturelles que je fais, soit en indépendant, avec des patients. Et avec des soignants, en fait, c'est aussi un élément important. Et il n'y a pas de financement direct, si ce n'est que ce sont des actes de soins. Au fond, la présence d'un soignant est un acte de soin. La présence des... Oui. Et je dois dire, je me suis bien mouillé la chemise. Hein. Je suis pas un artiste, hein, donc aller sur une scène pour la première fois, faire les ateliers avec de la poterie, travailler avec de la musique, faire de la rythmique, se mettre en scène, montrer ce qu'on fait, montrer sa vulnérabilité, eh ben, ça vous forme, hein, je pense. Et je crois que le changement, c'est ce que mon prof de cardio, qui est mon responsable actuellement, disait, mais tu crois que si les soignants faisaient ça, ils seraient des meilleurs soignants ? Je crois que la question ne se pose plus, à la fois sur la dimension de l'empathie et à la fois sur les compétences relationnelles directes, à considérer les personnes comme des personnes et non pas des malades, par exemple. Merci. Je crois qu'on a encore quelques minutes pour des questions. Quelqu'un voudrait intervenir dans la salle ? Bonjour, merci. Je suis Hélène Fourneau, je suis responsable du département éducatif et culturel des musées de la ville de Strasbourg, en compagnie du directeur des musées de la ville de Strasbourg. Vraiment merci pour toutes les interventions qu'on a pu avoir aujourd'hui. Elles sont effectivement très éclairantes, très inspirantes. Je voulais, moi, en fait, poser une question, enfin, en tout cas, peut-être donner ou des remarques et aussi des questions. À savoir que dans les musées de Strasbourg, nous avons effectivement, Anne Wissler l'a évoqué, une longue tradition de collaboration avec le domaine médical, socio-médical, sanitaire. Depuis très longtemps, donc, nous avons des expériences avec les hôpitaux universitaires, avec les structures médicales ou les structures de soins. Mais nous n'avons jamais vraiment fait ce travail d'évaluation, d'études. Alors, a été rappelé effectivement le fameux rapport de l'OMS et de ses 900 articles. Ont été évoqués ce matin, par exemple, 2 études cliniques autour, par exemple, de la violoncelliste et à Montréal. Mais moi, je crois qu'il manque en fait, dans tout ce qu'on a dit ce matin, en fait, une évolution qui serait plus élargie et qui serait de l'ordre de la sociologie, en fait. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Monsieur Corion, je crois, parce que je pense que aussi, c'est vrai que du côté de la médecine,
les études cliniques, les mises en place de protocoles, les suivis évaluatifs, c'est constitutif en fait du travail de la médecine. Côté culture, là, on est quand même beaucoup moins bon pour faire des évaluations, pour effectivement estimer ce qu'on fait, ce qu'on produit. Et à part effectivement ces feedbacks de terrain, très souvent dans les musées de Strasbourg, on entend effectivement les bienfaits, on les sent. Il y a eu beaucoup de gens qui ont dit on le sent, on s'en rend compte. Évidemment, on a... Par exemple, nous, on n'a pas fait le parti pris du Palais des Beaux-Arts de Lille de travailler avec des art-thérapeutes parce que justement, les accompagnants et le personnel médical nous a souvent dit qu'ils redécouvraient en fait leurs patients avec des médiateurs culturels et que les patients justement disaient, ce qui est vraiment très appréciable, c'est que quand on est au musée, on met de côté un peu notre maladie, on n'est même plus considéré comme un patient ou un malade, mais un visiteur, une visiteuse lambda, et que ça, déjà, ça participe effectivement du processus peut-être thérapeutique. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai aussi bien apprécié l'intervention en fait de l'étudiant et du professeur de l'université sur l'expérience qui a été menée au quartier Gare de Strasbourg. C'est-à-dire, je pense qu'il faut qu'on fasse aussi appel à des historiens, des géographes, des sociologues pour nous accompagner. Parce que effectivement, il faut avoir les professionnels de santé avec nous, enfin côté culture, pour pouvoir vraiment travailler sur les actions, enfin pour pouvoir mesurer les actions, les bénéfices des actions qu'on mène. Mais je crois qu'il faut vraiment le replacer dans un contexte social beaucoup plus élargi. Et du coup, j'ai une suggestion à Madame Spies, peut-être d'appeler ces journées rencontres nationales culture, santé, société. Le DU que j'ai créé à la Sorbonne s'appelle Culture, Soins et Accompagnement, c'est-à-dire accompagnement, champ social. C'est indissociable. Ces trois secteurs sont indissociables. Effectivement, il faut convoquer les universitaires, les sociologues, les historiens et rebattre les cartes de ce qu'on croit connaître déjà et qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas encore exploré. Donc oui, je suis à 100% sur ce que vous venez de dire. Moi, j'ai une remarque sur le caractère prescriptif au fond et de l'ordonnance, parce que la question va vous être renvoyée. De votre point de vue, faudrait-il faire des ordonnances par rapport à la culture? J'ai aussi une remarque, c'est que la démarche d'engagement est un élément important. On n'aurait pas pu faire ce qu'on fait aujourd'hui avec les patients si il n'y avait pas un accompagnement et une formation des soignants dans cette dimension qui est faire le lien avec les lieux de culture, par exemple. Aussi parce que l'inégalité sociale, l'inégalité culturelle est réelle et que le champ du changement, le saut à faire est vraiment important. Ce qu'apporte peut-être la dimension de santé, c'est que ça légitime finalement une activité qui pourrait par ailleurs ne pas être possible. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, parce qu'on n'en a pas parlé, je pense que la dimension de coévaluation en particulier a une importance. Et si on fait des études aujourd'hui cliniques avec des données, avec des paramètres scientifiques et purement scientifiques au sens médico-centré, forcément on se fourvoie. Je pense que l'anthropologie, la sociologie ont des choses à dire là-dessus, et en particulier les patients, les personnes, les bénéficiaires de ça ont une importance, comme vous le disiez, les proches en particulier. Docteur Fels? Oui, je voudrais juste mettre un petit bémol, mais français et politique, parce que je suis aussi médecin généraliste, mais je suis aussi un homme politique et je connais un peu comment les choses font sens. En fait, l'ordonnance, bien sûr, il vient de mots ordonnés, vous l'avez bien dit et bien mis en valeur, mais aujourd'hui en France, c'est comme ça. C'est une médiation aussi. C'est-à-dire c'est l'outil qui permet d'adresser un spécialiste, c'est l'outil qui permet de faire des recommandations, c'est l'outil qui permet aussi de valider l'autre intervenant, si vous voulez. Donc, on l'a connu dans le sport santé avec les éducateurs médico-sportifs qui sont aujourd'hui vraiment des intervenants validés, mais c'est cette transfert de confiance en fait. Alors, on pourrait l'appeler autrement sans doute un jour, et on pourrait rechanger ces éléments-là, mais aujourd'hui, il me semble essentiel pour faire de la politique, pour faire du média, mais aussi pour amener, et vous l'avez dit, pour moi c'est fondamental, sur les inégalités sociales de santé. On l'a vu avec les maisons de santé et le sport santé, on a touché des gens qu'on n'aurait jamais touchés, parce que ça donnait une sorte de validité scientifique à la démarche, et ça donnait aussi le transfert de confiance de la relation entre le soignant et l'usager et autre chose. Voilà. Et donc plus on est éloigné de cette autre chose, et pour certains, un musée, ils ne savent même pas ce qu'ils sont mêlés, que ce soit du chant, de la musique. Et donc c'est fondamental aujourd'hui,
Mais demain, vous avez raison. Mais je ne sais pas dans combien de temps, mais 10, 20 ans, on n'aura plus besoin de ça. Mais aujourd'hui, on a encore besoin de ça parce que justement, on est un système de santé qui est centré sur le soin, qui est centré sur la prescription, qui est centré sur le médicament. Et donc, c'est une façon de dévoyer, si vous voulez, les éléments. Et ce support-là, il est essentiel aujourd'hui pour arriver à passer du soin à la santé. Alors peut-être le mot est mal choisi, mais je prendrai les mots de Balint. La question de l'ordonnance, c'est qui prescrit. C'est au fond, qu'est-ce que l'on met derrière, qui met quelque chose derrière les mots. Et probablement, ça veut dire aussi vraiment former les professionnels de santé à l'accompagnement et à la destination de ce soin qui est particulier tout de même. Donc l'ordonnance pourrait avoir comme contenu une dimension d'impulsion. Vous seriez d'accord de vous retrouver sur cette... Voilà, si je m'en tiens... Excusez-moi, juste... Oui. Je voulais juste rebondir sur un point. Donc Clara Bourgeois du pôle culture et santé. Il a été évoqué la question des travaux sociologiques sur les questions culture et santé. Je pense que c'était important de dire qu'il en existe. Il y a eu des travaux qui ont été réalisés par Gilles Herreros en Auvergne-Rhône-Alpes il y a quelques années de ça. Et plus récemment, il y a également l'ouvrage de Françoise Liot qui s'appelle Culture et santé. Je pense qu'on peut pas être plus dans le thème et plus spécifiquement, qui traite des questions des changements des organisations et des pratiques en matière de culture et santé. Donc là, c'est des travaux sociologiques et qui interrogent en effet sur... on parle d'évaluation, je pense que c'est en effet un sujet qui est très intéressant, mais se pose la question derrière l'évaluation, et ça a été bien dit sur les derniers échanges, de qu'est-ce qu'on va venir évaluer et quels sont les indicateurs aussi qu'on va choisir et les enjeux des indicateurs de santé et pas que. Et se pose la question par rapport aux droits culturels également qu'on a évoqués. Quand on parle des droits culturels, on parle de la relation d'humanité notamment qu'on arrive à produire grâce à ces logiques de coopération. Et je pense qu'il est fondamental, en tout cas nous c'est ce qu'on porte au niveau du pôle culture et santé en Nouvelle-Aquitaine et qu'on porte avec le réseau Entrela également sur cette question de s'assurer qu'on va venir regarder ça également et qu'on va pas être sur des indicateurs qui ne seraient que des indicateurs d'un point de vue est-ce que ça va nous permettre de réduire nos médicaments ou ce type d'éléments. Donc je pense que c'est aussi quelque chose qui est intéressant et qu'on peut retrouver dans les travaux justement que j'évoquais précédemment aussi. Merci. Merci à vous pour Clara pour cette dernière mise au point, précision qui nous prouve, Dominique, que de nouvelles journées culture santé sont nécessaires parce que toutes les thématiques que nous avons abordées ouvrent à de nouvelles perspectives, en tout cas